Aujourd'hui dans Mythbusters, Adam et Jamie sortent la grosse artillerie et s'attaquent à Archimède. C'est presque trop excitant. Ça vire au rouge lorsqu'ils construisent un énorme canon à vapeur. C'est chaud. 3, 2, 1... Puis, nos Mythbusters vont parier sur leur nourriture, Ça me rappelle le lycée. en essayant de déterminer si ce sont les céréales ou leur emballage carton qui sont le plus calorique. Ça pue le caca. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. Ça te tuera. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Ça, c'est du bon boulot. À leur côté, Tori Bellecci, Je suis tout excité. Carrie Byron Regarde, son crâne est fendu. et Grant Imara. Aucun commentaire. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes. Ils les mettent à l'épreuve. On commence par un petit retour dans le temps. Le canon à vapeur d'Archimède. D'après le mythe, Archimède aurait inventé un canon à vapeur vers l'an 214 avant Jésus-Christ pour protéger d'un siège la ville de Syracuse. Il ne nous a pas déjà fallu près de 2 saisons pour tester le dernier mythe sur Archimède? La dernière super arme d'Archimède s'est révélée n'être rien de plus que de la fumée et des miroirs. Notre rayon de la mort n'a pas l'air de marcher. Je suis en plein devant et je suis toujours vivant. Aujourd'hui, Archimède est de retour avec son canon à vapeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. On a une page d'esquisse et de gribouillage inversé en italien de Léonard de Vinci. On ne sait pas de quoi il s'est inspiré. Il mentionne juste qu'Archimède en est l'inventeur. Et nous avons les plans de l'inventeur grec Sakis. D'après le dessin de Sakis, il s'agit d'un canon dont on chauffe une extrémité. Sur le dessus, il y a une valve et un système d'alimentation en eau par gravité. Vu ces deux schémas, si on commençait par celui de Sakis, dont l'échelle me paraît plus raisonnable. Bien. Ils vont d'abord construire une roquette de poche. Jamie transforme un tuyau de cuivre pour fabriquer le tube de propulsion du canon. Ce tuyau servira de réservoir à vapeur. Tandis que Adam se concentre sur l'extrémité, Jamie augmente la chaleur. Car avec la vapeur, tout n'est qu'une question de température. Lorsqu'on chauffe une bouilloire, l'eau qu'elle contient se transforme doucement en vapeur. Mais si on augmente la chaleur, la vapeur se forme instantanément, ce qui augmente la pression et risque de produire un projectile. Voici une réplique du canon à vapeur d'Archimède. On verse l'eau dans cet entonnoir, on la bloque dans ce réservoir, on la chauffe au maximum et on ouvre cette valve pour faire descendre l'eau jusqu'ici. La vapeur se forme instantanément, elle pressurise le canon et projette la balle de tennis vers l'extérieur. Ça paraît simple. Pourtant, Adam n'a pas l'air convaincu. Le canon à vapeur est fini. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Nous voilà au grand air. On va allumer un feu, installer le canon et on verra si on arrive à quoi que ce soit sans qu'il explose. Rien n'étant moins sûr, comme toujours, la sécurité est primordiale pour les Mythbusters. Une fois le bouclier en place, Jamie installe un système de déclenchement pour remplir d'eau le réservoir à vapeur. C'est bête comme chou. C'est parti. On est paré à chauffer. C'est un de ces défis dont j'ignore l'issue. La balle pourrait être projetée à 1,20 m comme elle pourrait finir dans l'eau à 15 km. Ils vont vite le savoir, car la vapeur monte. Le réservoir indique une chaleur de 120 degrés Celsius. Il est temps de laisser l'eau s'échapper et peut-être de faire un ace. 3, 2, 1. Ça ressemble plus à une double faute. On a fait une boule de feu.
Quelque chose n'a pas fonctionné. On ignore pourquoi ça a raté. Peut-être bien qu'il n'y avait pas assez d'eau, ce n'était peut-être pas assez hermétique, ou bien on ne l'a pas assez chauffé. Pour leur deuxième essai, ils effectuent 3 modifications. D'abord, ils recouvrent la balle de tennis avec un chiffon et de la graisse pour qu'elle bloque hermétiquement le canon. C'est bien hermétique. Ensuite, ils augmentent le volume d'eau. Et enfin, le plus important, ils la réchauffent avec 2 fois plus de réchaud à propane pour faire monter la température. Je suis plus optimiste que la dernière fois. On a, disons, 30% de chance de réussite. Je répare les problèmes. Bouchez-vous les oreilles pour le deuxième essai. 3, 2, 1... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas obtenu la détonation qu'on espérait. Même à 204 degrés Celsius, cela ne donne rien. Pour le troisième et dernier essai, ils chauffent encore davantage le réservoir. Ça monte vite cette fois. Pour cet essai, les réchauds brûlent à plus de 260 degrés Celsius. Ça n'a jamais été aussi chaud. La balle de tennis va-t-elle devenir un engin balistique? 3, 2, 1... Eh bien non. Après 3 échecs, le set semble perdu, mais le match n'est pas encore terminé. On ne s'arrêtera pas avant d'avoir obtenu une détonation. Même contre vents et marées, on va continuer. Les canons à poudre deviennent indispensables à tout arsenal d'une armada dès le XVe siècle. Mais le grand Archimède aurait-il inventé un canon à vapeur 2000 ans plus tôt? Au vu des expériences des Mythbusters, il semblerait que non. Ils n'ont pas réussi à chauffer assez leur canon en cuivre pour obtenir une détonation. 1... Cette histoire plutôt fumante ayant l'air bidon, l'équipe fait appel à la cavalerie. Roger, bienvenue dans notre QG. Roger McCarthy étudie les désastres mécaniques. Cela fait de lui l'homme de la situation. Les explosifs dangereux sont des matériaux qui passent très rapidement d'un état solide à un état gazeux. Vous prenez un solide, de l'eau que vous transformez en gaz avec de la chaleur. Tu as l'air optimiste sur le fait que nous puissions le faire fonctionner et que ça marche. Je suis convaincu que si on le conçoit correctement, il lancera un projectile. Reste à savoir quelle sera sa portée. À mon avis, on se contentera d'une 30aine de mètres, histoire de prouver que ça marche. Parle pour toi. Avec l'aide de Roger, notre équipe effectue 4 modifications pour tenter de tirer ce canon. D'abord, ils injecteront davantage d'eau grâce à un tuyau plus large. Ensuite, ils inséreront un tube perforé spécialement pour répartir le liquide dans tout le réservoir d'eau chaude. Troisièmement, ils y ajouteront une bonne poignée de clous en cuivre pour augmenter la surface de chauffe. Et enfin, ils augmenteront la température. Ce sont les solutions apportées par Roger. À Jamie de construire le canon en commençant par une nouvelle arrivée d'eau. Et voilà. Il n'y a pas mieux. T'as raison. Voici le nouveau tuyau de répartition. Une fois fixé, il ne reste plus qu'à le remplir de clous et notre canon modifié sera presque terminé. Je vais introduire la balle, puis j'irai me mettre à l'abri. Tu n'auras qu'à verser l'eau. Ensuite, tu te sauveras et on tirera. En plus des modifications et pour favoriser la formation de vapeur d'eau, il chauffe le cuivre avec un chalumeau. Ça atteint presque les 260 degrés Celsius. Ennemis de la graisse, gare à vous. Ce canon est prêt à faire feu. On y va. 3, 2, 1. Feu! Il a tiré. C'est vrai, on peut dire ça. Ça n'avait rien de fatal, mais ça a marché. C'est le canon le plus joli que j'ai jamais vu. Joli, oui. Fatal, non. À moins que l'armée adverse ne soit morte de rire. Mais Jamie a la preuve que cela fonctionne.
Il doit y avoir une raison pour que le tir ne soit pas franc. Non, mais on sait pourquoi les Grecs n'utilisaient pas de balles de tennis. Sous l'effet de la chaleur, la balle de tennis s'est déformée, ce qui a permis à la vapeur de s'échapper. La mission étant réussie, il est temps de sortir la grosse artillerie. On sait que ça fonctionne, alors je veux passer à autre chose. J'en ai assez de ces petits engins. Les céréales sont-elles assez nutritives ou est-il préférable de manger du carton? Imagine-moi enfant, assis dans le caddie de course de ma mère, sillonnant les allées à la recherche des céréales. Je montre du doigt une boîte de céréales hyper sucrée, et comme toutes les mères, ma maman me dit « Je n'achèterai pas cette marque car la boîte a l'air bien plus nutritive que son contenu. » Les castors mangent bien du bois. C'est en quelque sorte du bois. Je ressemble à un castor? Parfois. Trêve de plaisanterie, la mère de Adam n'est pas la seule à croire au mythe du chaos calorifique. Big puffs of wheat tumble through hot sugar and honey until they're delightfully crisp. Mais est-ce la boîte ou les céréales qui sont alléchantes? Have the cereal just sweet enough for the whole family. Comment on le vérifie? L'un d'entre nous va devoir manger beaucoup de carton, comme tu l'as déjà fait une fois dans le sud du Pacifique, pendant que l'autre devra se gaver de céréales sucrées. Mais commençons par déterminer le nombre de calories de chacun. Il suffit de les tester chacun avec un calorimètre pour voir combien de calories ils renferment. Miam miam. Afin de rendre cet emballage carton plus agréable au goût, Jamie le passe au mixeur avec de l'eau. Ça me rappelle mes années de lycée. Les plus belles années de Jamie. Jouer au football américain, se laisser pousser la barbe et boire du carton. Mais sa recette prend une tournure encore plus étrange lorsqu'il transforme le carton plus ou moins en boulettes. Tu cherches à imiter les intestins d'une petite bête à poil? Tiens, goûte. Tu y as goûté? Oui. Bizarrement, ça a le goût de carton. Je voulais améliorer cette séquence avec des effets sonores. Tandis que Jamie prépare des rations pour la semaine, Grant aide Adam sur un problème plus énergétique. En fait, il existe un moyen de calculer la valeur calorifique d'un aliment avec un calorimètre. Ça peut se révéler assez compliqué, mais on devrait bien trouver un moyen de simplifier les choses pour obtenir un résultat. Ayant reçu sa commande Internet, Adam est prêt à se mettre à l'ouvrage. Ça peut aider. Mais comment fonctionne ce calorimètre? Je fais brûler l'aliment sous un récipient d'eau. Si je connais la quantité d'eau exacte et sa température avant de faire brûler les aliments, lorsqu'ils ont fini de se consumer, il suffit de mesurer la température, ce qui nous indique, grâce à une équation, la valeur calorifique des aliments. Pour vérifier que cela fonctionne, Adam fait un essai avec des bonbons dont il connaît déjà la valeur calorifique. J'ai 100 millilitres d'eau et un bonbon qui a un total de 80 calories. Normalement, lorsqu'il aura brûlé, j'espère que mes calculs d'énergie dépensés avoisineront 80 calories. En théorie, ça fonctionne. Mais il y a un problème technique. Ça ne va pas. Le bonbon ne prend pas feu. Ces bonbons ne s'enflamment pas. Du coup, Adam ne peut pas calibrer son calorimètre. Je vais utiliser autre chose. Ça prend 2 minutes pour assembler un calorimètre. Mais il faut des lustres pour le faire fonctionner. Jusqu'ici, il n'a pas eu de chance. Mais Adam décide de poursuivre envers et contre tout, en commençant par l'ennemi juré de sa mère, les céréales de base. Regardez ça. Et par miracle, ça fonctionne. Adam vient d'enflammer précisément 1 gramme de céréales qui réchauffe doucement 100 millilitres d'eau. C'est éteint. Je vais vérifier la température maintenant, même s'il lui faudra quelques minutes pour se stabiliser. La température de l'eau a augmenté d'environ 5 degrés Celsius, ce qui prouve, d'après un calcul complexe, qu'1 gramme de céréales équivaut à 9 calories.
Cet emballage carton de base fera-t-il mieux? Ça pue le caca. Eh bien non! Une fois le carton consumé, Adam effectue quelques calculs supplémentaires et découvre que l'emballage contient 20% de calories en moins que les céréales. Que doit en déduire la mère de Adam? Apparemment, ma mère a tort, mais l'écart n'est pas aussi flagrant que je l'aurais imaginé. Je pensais qu'il y aurait plus que 20% de calories en moins dans l'emballage. La balance penchant du côté des céréales, il est temps de se régaler avec l'emballage. Il ne faut pas trop se frotter à la vapeur. Après tout, c'est ce qui alimenta les célèbres locomotives de la révolution industrielle. Mais 2000 ans auparavant, Archimède s'est-il servi de la vapeur pour faire détonner ses canons. Le petit canon à vapeur de nos Mythbusters fait plus sourire qu'il n'impressionne. Mais il a permis de prouver que le mythe était plausible. Alors, voici la grosse artillerie. Adam, il est temps qu'on le teste à l'échelle réelle. Si on doit le construire, je pense qu'on devrait dévier un peu du mythe et ne pas se limiter aux matériaux d'époque. On devrait utiliser des matériaux modernes et les meilleures techniques pour illustrer les principes des esquisses de Léonard de Vinci. Si on n'y arrive pas avec tout ce qu'on a à notre disposition, il n'y a pas moyen que Léonard s'en soit sorti, et encore moins qu'Archimède ait pu utiliser ce truc. Je suis d'accord. Le canon colossal de Léonard de Vinci est composé d'un tube chauffé par un brasier à un tel point que l'injection soudaine d'eau fait détonner la vapeur et lance un projectile. Le schéma est simple. Le problème est de trouver un tube assez grand. Ça devrait faire l'affaire. Le tube du canon à vapeur fera 6 mètres de long pour un calibre de 16 cm. Le tube est aussi grand que ceux des obusiers de la Seconde Guerre mondiale. Mais cela sera-t-il suffisant? Après tout, les Mythbusters veulent utiliser cela, un boulet en fer de 11 kilos. Je parie que ça rentre pas. Ça colle parfaitement. Une seconde, attends. C'est flippant. Ça craint les vieilles armes de guerre. Prêt? Mais c'est qu'il me vise. Allez, ça suffit. Oui, ça suffit. C'est la course pour faire fonctionner cette invention. Adam commence par s'attaquer au brasero rempli de charbon. J'ai un thermocouple. Ça permet de mesurer la température d'un four. Je veux savoir quand le tube atteindra 480 degrés Celsius. Cela devrait suffire pour transformer l'eau en vapeur. Mais comment l'y faire pénétrer? C'est censé être un actionneur à air, une sorte de piston. On le remplira d'eau d'un côté et en faisant passer de l'air ici, on fera sortir l'eau par l'autre extrémité. Ce système, si cher aux yeux de Jamie, devrait injecter l'eau en moins de 30 millisecondes. Une fois le système d'injection d'eau installé, il ne reste qu'un détail à peaufiner. Regarde ça. C'est magnifique. Pour donner un côté rétro à leur canon, ils l'ont monté sur des roues en bois dans le style des années 1860. Tout est enfin prêt pour installer le canon sur le brasero. Les Mythbusters viennent de fabriquer le premier canon à vapeur dessiné par Léonard de Vinci. C'est vraiment gratifiant. Ils en sont assez fiers. Ça flatte ma virilité. J'ai hâte de voir la puissance d'un tel engin. Notre équipe va enfin pouvoir vérifier si Archimède aurait été fier de leur canon colossal. Je dois dire que c'est plutôt excitant. C'est presque trop excitant. On a fabriqué cet engin énorme dont personne n'a connaissance. Apparemment, il a beaucoup de potentiel et il est énorme. Si ça fonctionne, ça va être spectaculaire. Une fois le canon paré et chargé... Vous avez déjà entendu mieux?
Il vise en direction de la piste. Ça me paraît pas mal. Puis, il s'assure que ça chauffe à plein tube. Là, on espère tous que ça va marcher. On est un peu grisé. On a 20% de chance que rien ne se passe quand on appuie sur le bouton. Et 70% de chance de réussir à ce que le boulet sorte du canon. Et je dirais qu'on a à peine 10% de chance de retrouver ce boulet. Le tir n'aura lieu qu'une fois que le canon sera assez chaud pour transformer en un instant l'eau, injectée par l'actionneur, en vapeur. 537 degrés Celsius devrait suffire. Allez, on dégage. Tous aux abris. Le canon est paré à tirer. On y va. Compte à rebours. 3, 2, 1. Il n'y a pas de quoi déboucher le champagne. L'eau a bien été injectée. Alors, que s'est-il passé? En y regardant de plus près, il repère le problème. Adam, Qu'est-ce qu'il y a? de la vapeur, il y a de l'eau qui goutte. L'intérieur du tube n'était pas assez chaud pour transformer toute l'eau en vapeur. Il va falloir placer la barre plus haut. On a augmenté la chaleur jusqu'à 815 degrés Celsius. C'est ce qu'indique le thermocouple. On va chauffer ce brasero à mort autant que possible jusqu'à ce qu'il soit super méga brûlant. Alors on tirera et ça devrait marcher. Je suis vraiment surexcité. C'est stressant d'essayer de comprendre ce qui se passe au cœur d'engins aussi chauds et dangereux. C'est sûr, c'est stressant. Car à de telles températures, l'intégrité de la structure du canon est mise en danger. Le canon devient rouge. On est prêt pour le deuxième essai. Jamie, le compte à rebours. Bien. 3, 2, 1. Je suis déçu. J'aimerais que ça fonctionne. J'ignore ce qui a pu se passer. Je préfère ne pas en parler. Le ralenti laisse apparaître une fuite conséquente au niveau du tuyau à cause de la chaleur. Si cela ne fonctionne pas avec des matériaux modernes, alors avec des matériaux de la Grèce antique. À la tombée de la nuit, Adam colmate les fuites et rajoute du charbon. Enfin, dans un dernier effort, il diminue l'angle de tir du canon afin de faciliter la projection du boulet. 3, 2, 1. Attention! Et voilà le boulet. Ce mythe a l'air plutôt bidon. J'avais espoir que ça marche. Mais tout ce qu'on a, c'est un joli boulet tout chaud. Soit les Mythbusters augmentent la température, soit ce mythe est un fiasco. Boy, a man, and Sugar Crisp. Adam et Jamie décortiquent l'un des cauchemars matinaux de la maman de Adam. D'après elle, l'emballage carton des céréales est plus nutritif que les céréales elles-mêmes. Whole grain and wholesome, you'll like Sugar Crisp. Jusqu'à présent, la maman de Adam semble avoir tort. Regarde. Avec son test de valeur nutritive au calorimètre, Adam vient de démontrer que l'emballage carton renferme 20% de calories en moins que les céréales. Ensuite, on doit se pencher sur la composition des céréales et de leur emballage carton pour savoir quelles protéines, quelles graisses et quels acides aminés ils comportent. Quelle que soit leur composition, il faut les décomposer pour voir ce qui est assimilable par l'organisme. À l'origine, ils devaient faire un concours de nourriture. Mais étant donné que l'un d'entre eux aurait dû se contenter de manger du carton pendant une semaine, ils se sont défilés. Au départ, j'avais envisagé que tu manges du carton pendant une semaine et que moi, je mange des céréales. Ça correspondait mieux à nos besoins. Mais on aurait fini par tricher. Je sais que tu aurais triché et j'aurais moi-même fini par le faire. Je m'inquiète non seulement de la valeur nutritionnelle du carton, mais aussi de certains composants comme l'encre, que je ne préfère pas ingérer, par peur qu'ils soient nocifs pour la santé. Les essais sur les rats de laboratoire humains sont annulés. Jamie craint que l'emballage carton soit potentiellement toxique. Quant à Adam, il craint que Jamie triche. Ils vont donc mener des expériences plus scientifiques, où ils ne joueront pas les cobayes, mais les chimistes.
On ne dirait pas, mais c'est de la science. Ils vont rechercher la composition en graisse, protéines, amidon et glucides des céréales et de leur emballage. Délicieux. On dirait une bouillie sucrée. À chaque fois, ils effectuent un test témoin pour voir à quoi ressemble un résultat positif. Ils commencent par tester la présence de graisse. Là, il suffit de tremper une languette dans chaque liquide pendant 5 secondes. D'abord, le test témoin, avec une huile d'olive riche en graisse. Si le test est positif, la languette va virer au rouge vif. Le test confirme bien la présence de graisse. Notre test témoin est concluant. C'est au tour de l'emballage carton. Il ne semble pas y avoir de graisse dans le carton. Alors n'oubliez pas, les enfants, le carton est allégé en graisse. Mais avec les céréales, la languette vire légèrement au rouge. Les céréales comportent un peu de graisse. Juste un peu. Les céréales, 1-0 pour les céréales. l'amidon, Pour le test de présence d'amidon à l'iode, le témoin devient bleu foncé, teinte légèrement reproduite par l'emballage carton, mais tout à fait retrouvée en testant les céréales pleines de féculents. pour les céréales, c'est positif. Il y en a plein. On en est à 2-0 pour les céréales. Maintenant, testons la présence de glucides. Et pour ça, il faut faire usage du micro-ondes. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà le mélange avec l'emballage carton. Il n'a pas viré de couleur. Et là, ce sont les céréales. Si la couleur vire au verdâtre ou au jaunâtre, cela indique la présence de glucides. Et pour finir, le test de recherche de protéines permet de trancher, avec 4-0 pour les céréales. Le carton ne contient pas de protéines. Pour vérifier les résultats, Adam se réfère aux informations sur l'emballage. Pourquoi on n'a pas regardé la boîte dès le départ? Parce que ça t'indique la valeur nutritive des céréales. Mais ça ne précise rien pour l'emballage. Comment? Ils ne s'attendent pas à ce que les gens mangent l'emballage? Après quelques délires provoqués par un excès de glucides, il est temps de conclure. Pour le défi des céréales contre leur emballage carton, quels sont les résultats? Les céréales sont sorties vainqueurs des tests au calorimètre. Elles renferment 20% de calories de plus que leur emballage carton. Qu'en est-il des nutriments plus spécifiques? Là encore, les céréales gagnent avec une bonne longueur d'avance. Maman, désolé, mais tu as tout faux. C'est bidon. Les céréales sont délicieuses et un chouïa nutritives. Ce mythe est bidon. Pour ce qui est du mythe du canon à vapeur d'Archimède, Adam et Jamie ont assemblé un canon de la taille d'un obusier. Et la taille, c'est bien tout ce qu'ils ont en commun, car question détonation, ça n'a rien eu d'explosif. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je dirais que ce mythe est bidon. Sans l'ombre d'un doute, on a tout essayé. Les injecteurs à haute vitesse, les matériaux modernes. On a reçu les conseils d'un spécialiste. On s'est plié à tout ce qu'on nous avait demandé, y compris à ce que l'arrière du tube soit rougi par la chaleur, qu'on ait un apport d'eau bien précis, et il ne s'est rien passé. C'est complètement bidon. Vu la façon dont le boulet a roulé hors du canon, je ne suis pas convaincu. On devrait essayer de réussir à tirer ce boulet, mais pour ça, il va falloir construire une chaudière avec une valve. Je vais construire un canon en modèle réduit, et je te garantis qu'il va tirer un boulet, histoire qu'on s'en tire avec une explosion. Les Mythbusters ne baissent pas les bras. Même si les dessins de Léonard de Vinci sont bidons, Adam a un plan B. Leur dernier canon reposait sur le fait que l'eau injectée se transformait en vapeur en un instant. Cette fois, grâce à cette valve hermétique, ils vont réchauffer l'eau dans la chaudière, de sorte que la vapeur atteigne une telle pression qu'à l'ouverture de la valve, le résultat soit explosif. Afin d'ouvrir la valve suffisamment vite, Adam a recours une nouvelle fois à des actionneurs pneumatiques. C'est le seul moyen assez résistant et rapide pour y arriver. Il me faudrait 2 bonnes secondes pour l'ouvrir. Et ça le fait en 4 fois moins de temps. Cela devrait être assez rapide pour produire la détonation qui faisait défaut à leurs expériences précédentes. Sous l'effet de la chaleur, la pression du réservoir augmente. Là, on est entre 5,2 et 5,6 kg force par centimètre carré.
C'est 2 fois plus élevé que la pression d'un pneu de voiture. Cela devrait suffire pour un essai. Je vais le lancer. D'accord. Paré? Feu! Feu! 3, 2, 1... Je ne sais pas où il a atterri. Moi non plus. J'ai juste entendu le pan. C'était plus un bang qu'un pan. Le projectile a été tiré avec une telle force que personne ne sait où il a atterri. Sauf Jamie qui ne quitte jamais la balle des yeux. Où est-il? Là! Mince! C'est trop génial. Parfait. Adam vient enfin de prouver que la vapeur permet de propulser un projectile avec une force impressionnante. C'est venu s'enfoncer là-dedans. Je ne pensais pas que mon canon avait suffisamment de force pour que le boulet s'encastre ainsi. Et pourtant... C'est la preuve par excellence. Il reste au producteur à donner le feu vert. Passer à échelle réelle va être assez simple. On aura fini d'ici 2 ou 3 jours. Ça va être spectaculaire. On devrait réussir à envoyer le boulet assez loin avec de la vapeur. Leur nouveau canon sera 20 fois plus grand que le prototype de Adam. Le succès de son fonctionnement repose entièrement sur la chaudière. Mais cela n'est pas sans danger. Le fabricant de chaudière nous a répondu. Je te lis les points essentiels. Bien. Ce ne sont pas les plans d'une chaudière, mais d'une bombe. Cette chaudière est un sujet brûlant pour la compagnie d'assurance, mais Adam arrondit les angles afin que cela n'explose pas. Cette reproduction du canon à vapeur, et j'espère que ce sera la dernière, comporte un gros réservoir de pression, une chaudière. On va injecter 6 ou 7 cm d'eau dans un réservoir en métal hermétique comportant une valve. On rajoute un tube sur l'avant de la valve et on y introduit un boulet. On réchauffe cette eau pour former de la vapeur et augmenter la pression à l'intérieur du réservoir. Lorsqu'on aura atteint le niveau de pression requis, on ouvrira la valve et le boulet sera projeté en l'air. Mais cela inquiète notre compagnie d'assurance. Il y a de quoi. Quand on fait le calcul, la pression dans ce truc est énorme. Il y a assez de pression dans cette chaudière pour l'emboutir sur près d'1,5 cm d'épaisseur. Après quelques mesures de sécurité supplémentaires, ils seront parés au lancement. On doit finir cette émission sur une explosion ou une détonation avec un gros pan. C'est dans mon contrat. En attendant, passons à quelque chose de totalement différent. Comment fait-on pour mythifier un fait? De quoi s'agit-il? Nous ne sont pas forcément visés. Nous recevons beaucoup de suggestions de nos fans et téléspectateurs sur notre site internet. Beaucoup de suggestions, de blogs et de discussions portent sur ton sourire. Éclatant de blancheur n'est pas le qualificatif utilisé pour le décrire. Des mots comme sale ou disgracieux viennent plutôt à l'esprit. Mais les dents de Adam sont-elles vraiment les plus sales des Mythbusters ou bien est-ce un mythe? Afin de tester cette triste histoire, Adam, Jamie, Tori et Grant vont s'affronter pour déterminer qui de l'équipe a les dents les plus jaunes. Sa dentition étant absolument parfaite, Carrie sera leur juge et jury. Mais avant d'examiner la bouche des Mythbusters, elle va demander de l'aide à des professionnels. Ah, comme ça. Voilà. Ça donne envie. C'est un rétracteur. Le nec plus ultra des rétracteurs. En plus de ce joli rétracteur, Carrie aura besoin d'un teintier. Cela représente toutes les teintes de couleurs de dents. C'est parfait pour juger cette compétition esthétique. De retour à l'atelier, Carrie convertit ses achats en un engin coloré idéal pour ses mini-mythes. Monsieur Heinemann, par ici, s'il vous plaît. Voilà. C'est le nec plus ultra des rétracteurs. Jamie semble étrangement réticent à l'idée d'écarter ses joues devant la caméra. Avant que je me frotte à cet engin de torture, il va te servir à quoi? Je veux juste vérifier la blancheur de tes dents, sans entourloupe. C'est du plastique, alors tu ne devrais pas pouvoir m'électrocuter avec. Nous conseillons aux âmes sensibles de ne pas regarder ces images.
C'est horrible. C'est confortable? Pas vraiment. Apparemment caché sous ses moustaches, Jamie a bien des dents. D'après le teintier, leur couleur est 4R1,5, ce qui signifie en termes simples... J'ai les dents très jaunes. Jamie est mal parti. Ses dents sont très abîmées. Qu'en sera-t-il de celles de Tori? Je dois faire quoi? Mettre ça dans ma bouche? Tori est tellement certain d'avoir un sourire éclatant qu'il ne peut s'empêcher d'essayer ses techniques de drague. Ça va? Vous venez souvent? On ne s'est pas déjà vu. Mais Carrie arrive à rester de marbre et note les dents de Tori. Je dirais 2R. Elles sont plutôt blanches. Rien de surprenant. Les dents de Tori battent celles de Jamie à plat de couture. Grant? C'est au tour de Grant. En fait, je viens juste de le désinfecter et de le laver. Je me suis dit que tu n'aimerais pas goûter à la bave de Tori. Tori l'a mis dans sa bouche? Oui, mais je l'ai désinfecté avec un spray et un chiffon et je l'ai lavé. Histoire que tu n'aies pas l'impression d'avoir embrassé toutes ses conquêtes. Aucun désinfectant au monde ne pourra jamais me le garantir. Mais sous la pression des producteurs, il finit par se décider. Super. C'est vraiment dégoûtant. Ça sent bizarre. Tes dents sont légèrement plus blanches que celles de Tori. Grant est aussi sauvé. Ses dents sont parfaitement blanches. Pour ce trophée légèrement gâté, Adam et Jamie vont devoir se confronter. On n'a plus aucune dignité à la télévision. Ne te base pas sur cette dent. Elle est fausse. Un nabo texan me l'a arrachée avec son poing il y a quelques années. Encore une histoire intéressante du passé de Adam avant les Mythbusters. Et il nous réserve encore quelques surprises. Tes dents sont légèrement plus blanches que celles de Jamie. C'est parce qu'il chic trop. Comment? J'ai dit, c'est parce qu'il chic trop. Pour je ne sais quelle raison, les dents de Adam sont plus blanches ou tout au moins jaunes que celles de Jamie. Sur l'échelle de couleur des Mythbusters, les dents de Adam sont une teinte plus blanche que celle de Jamie qui remporte la dernière place. Ce dernier est un peu ébranlé par cette nouvelle. Au début, ça m'a mis en rogne d'apprendre que Adam avait des dents plus blanches que les miennes. C'est agréable. Après toutes ces boutades sur mon hygiène, c'est divertissant. Mais dès lors que Adam n'est plus sur la sellette, l'esprit de revanche de Jamie prend le dessus. Bienvenue dans le futur. Par vanité et incapable d'avoir une dentition inférieure à celle de Adam, Jamie décide de se faire blanchir les dents par un professionnel. On le place sous une lampe spéciale qui va activer un agent chimique de blanchiment dont on a recouvert ses dents. Au bout d'1 heure sous la lampe, il a gagné 10 teintes. Carrie est épatée. Mais comment Jamie va-t-il réagir? Oh oui. Il n'est pas facile à convaincre, mais il finit par céder. Elles sont bien plus blanches. Jamie se retrouve propulsé vers les teintes les plus blanches, ce qui signifie que Adam a officiellement les dents les plus sales de l'équipe. Chers fans, il va falloir vous habituer à mes dents. S'habituer, peut-être, mais de là à les apprécier, le mythe est confirmé. Le mythe du canon à vapeur d'Archimède est bidon. Tous les efforts de Adam et Jamie furent aussi vains que de se battre contre des moulins à vent. Mais tout espoir n'est pas perdu. Ils ont construit un nouveau canon bien plus complexe qu'Archimède n'aurait pu l'imaginer. Et il se pourrait qu'il fonctionne. Tout le monde recule. Le canon est chargé. Qu'il est drôle. Il est vraiment très drôle. Avec une chaudière flambant neuve, le canon calamiteux est complètement assemblé. Adam va nous expliquer son fonctionnement. Là, on a la chaudière. Elle est fermée hermétiquement par cette valve. Le charbon brûlant en dessous réchauffe l'eau à l'intérieur. Une fois scellée, l'eau se transforme en vapeur et la pression monte dans la chaudière.
Lorsque la pression dont on surveillera l'évolution à distance sur cette jauge filmée atteindra entre 12 et 14 kg force par centimètre carré, on ouvrira la valve à distance depuis les boucliers. Elle va faire circuler la vapeur depuis la chaudière dans le tube du canon, d'un coup derrière la bourre et le boulet afin de l'envoyer en direction de la ville de San Francisco. Cela semble tellement facile. Le charbon ardent en place, la pression devrait monter dans la chaudière. Mais au bout de 5 minutes, les choses se présentent mal. Ça va prendre 1 heure pour avoir suffisamment de pression. On n'a que dalle, d'après l'indicateur de pression. Dès que ça commencera à grimper, on ira se mettre à l'abri et on se préparera à tirer. Ça va marcher, ça doit marcher, je veux que ça marche. J'y concentre toute mon énergie. Mais en ce qui concerne les canons à vapeur, qui veut bien faire ne réussit rien. Je n'ai toujours pas de pression. Jamie suggère d'attiser le charbon avec de l'air comprimé. Cela augmente la température, mais le caoutchouc de la si précieuse valve menace de fondre. Et l'installation d'une serviette mouillée pour refroidir la valve menace d'éteindre le charbon. Et toujours aucune pression. Je ne vois aucun changement. En dernier recours, ils entourent la chaudière avec de la fibre de verre isolante. Alors, forcément... Ça monte! On fabrique de la vapeur. Ça monte. On en est à 0,8 kg force par centimètre carré. Ça monte doucement, mais ça monte. Mais cela monte-t-il assez vite? Ça doit grimper de là à là. Quelque chose me dit que l'angle du soleil déterminera plus le tir que l'angle de cette aiguille. Tandis que le soleil se couche, les choses s'accélèrent pour tirer le canon avant que Jamie ne devienne fou. D'après ma montre, la jauge monte de 70 grammes force par centimètre carré toutes les 2 à 2 minutes et demie. On a environ 70 minutes devant nous. Alors on devra se contenter de 4,2 à 4,9 kg force par centimètre carré. Seulement un tiers de la pression nécessaire. Mais, faute de merle, on mange des grives. Et les Mythbusters n'ont vraiment pas le choix. S'il vous plaît, je voudrais qu'on en finisse. Jamie rajoute du charbon. Et un coup d'air comprimé. On est à 3,2. Ils atteignent enfin la zone critique. On passe les 3,5. On doit y aller, on dégage. L'équipe s'accroupit par sécurité. La pression dans la chaudière continue de grimper. On vient de passer les 4,2. Écoute, la valve était vraiment brûlante. Je ne veux pas que ça rate. T'as raison. Je suggère qu'on le tire d'ici 5 minutes. Il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, on est stupide. On est stupide de toute façon. Et ça me va. Mais je préférerais être stupide avec une explosion. Et nous alors? 10 secondes. Cela fait des lustres qu'ils s'escriment sur ce canon à vapeur et c'est leur dernière chance. C'est maintenant ou jamais. À 4,8, on tire. D'accord. 4,8 kg force par centimètre carré. Feu dans 3, 2, 1... Super génial! Excellent! Enfin, un canon à vapeur. Mission accomplie. Mais jusqu'où le boulet de 11 kilos a-t-il volé? Et si on mesurait la portée de ce tir? Je suis vraiment remonté, je me sens vraiment bien. Adam a hâte de retrouver le boulet. Mais vont-ils pouvoir le repérer? Après avoir balayé les alentours, ils sont sur le point d'abandonner lorsque, 1,5 km plus loin, Jamie repère quelque chose. Je veux bien être pendu. Tu ne l'as pas retrouvé? Si, C'est vrai? Mince! ça fait un bon 1,5 km. Le boulet a parcouru plus d'1,5 km. Mais il n'a pas atterri ici.
Non, mais quand même, il a dû atterrir à environ 300 mètres. Et la pression n'était que de 4,6 ou 4,8 kg force par centimètre carré. Dire qu'on voulait atteindre 14 kg force par centimètre carré. On voulait attendre, mais ça prenait trop de temps, alors on a fait feu prématurément. On aurait bombardé San Francisco à 14. On a enfin réussi à fabriquer un canon à vapeur. Cela dit, on est d'accord pour dire qu'Archimède et Léonard de Vinci en étaient incapables. Tout à fait. Bien. C'est bidon. Le soleil se couche, rentrons. D'accord. Cette histoire de canon à vapeur se termine en eau de boudin. Ce mythe est bidon.